La rédaction vous présente ici son dossier audio Énergie vitale, lu par Olivier Guyot, accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. L'énergie a rarement suscité autant de questionnements qu'en ce moment. Mais sommes-nous vraiment allés jusqu'au bout des réflexions, tant sur le point philosophique que métaphysique ? Tout est énergie. Ce feu vital est en nous, autour de nous. Chaque mouvement, aussi grand ou infime soit-il, éclaire la vie d'un rythme particulier. Toutes ces musiques éveillent nos êtres, enchantent nos sociétés et font tourner la roue de la vie entière. Nos corps en sont le parfait exemple. À l'abri des regards, des millions de photons s'entremêlent dans ces auras qui nous dessinent, reliant quelque part nos tissus, nos émotions, nos pensées et nos mémoires. Le moindre barrage sur ces rivières de l'invisible et notre énergie vitale s'amoindrit. Comment prendre soin de ce souffle de vie ? Et quelles sont les pratiques psycho-émotionnelles, relationnelles ou vibratoires qui peuvent sublimer notre quête de forme et de santé ? À l'échelle de l'humanité, des paradoxes guettent le tournant civilisationnel auquel nous sommes confrontés. D'une part, la finitude de nos ressources, les lois de la thermodynamie et de l'entropie, nous invitent à une sobriété, si précieuse pour la nature. D'autre part, cette même nature inspire chercheurs et ingénieurs qui se voient déjà réconcilier abondance et régénération grâce à des nouveaux outils. Enfin, en toile de fond, une dernière interrogation, assez taboue, pointe le bout de son nez. Est-il possible d'imaginer une énergie dite libre ou infinie ? Que pensent physiciens et chercheurs de l'œuvre de Nikola Tesla ? Qui était ce célèbre inventeur dont les travaux ne sont plus à démontrer et qui aurait touché du doigt cette mystérieuse énergie ? Fantasme ou réalité ? Inexploré a mené l'enquête, continuant sa mission commencée il y a déjà 58 numéros. Des millions de feuillets plus tard, celle-ci est toujours portée par un sens profond, explorer les mystères du monde et l'invisible qui nous entoure. Pourquoi ? Car cette quête existentielle est une source de transformation extraordinaire, elle nous aide à vivre mieux, en connaissance de soi et en profonde harmonie avec les autres, la nature et l'univers. Grâce à vous, Inexploré est devenu un véritable label de confiance. Et en ce printemps 2023, nous sommes fiers de devenir un média à 360 degrés, regroupant à la fois un espace digital avec des ressources numériques, ce magazine que vous tenez entre les mains, et une plateforme TV avec des films documentaires, puisqu'Inrest TV devient Inexploré TV pour un meilleur rayonnement encore. Merci du fond du cœur de tout votre soutien. Énergie vitale. Elle semble être partout et pourtant nous veillons à ne jamais en manquer. Elle nous meut, nous chauffe, nous éclaire, nous la transmutons, la vibrons, la perdons, l'analysons en vue de la partager ou de l'économiser. L'énergie est l'enjeu de la vie, plus que jamais. D'où vient-elle ? Comment circule-t-elle ? Comment se stocke-t-elle ou encore s'épuise-t-elle ? Si les questions qui concernent l'énergie sont multiples et toujours d'actualité, mieux la comprendre est certainement l'enjeu de demain, pour la Terre comme pour nous, les humains. La force qui régit l'univers. On la qualifie de verte, non renouvelable, force vitale. Elle est surtout primordiale à l'être humain et à tout l'univers. Il s'agit de l'énergie, mais de quoi parle-t-on exactement ? L'énergie se pare de diverses définitions en fonction du domaine où elle s'applique. Tentons d'en circonscrire quelques contours. Par Aurélie Aimé. Entre physique moderne et sphère mystique, l'énergie concerne de nombreux domaines. Le mot énergie apparaît très tôt, dès l'Antiquité grecque. Mais pendant longtemps, sa définition reste vague. On l'associe de prime abord à la force, la puissance. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, que les scientifiques s'intéressent de plus près à cette notion moderne. Pour revenir à la base, on définit l'énergie comme la capacité d'un système à modifier son état, à produire des transformations. Comme l'explique le biophysicien Denis Béda, elle est divisée en deux catégories, la potentielle qui se produit avant une action et la cinétique pendant l'action. Prenons l'exemple d'une pomme dans un arbre.
En position fixe, accrochée à la branche, elle est chargée d'énergie potentielle de par sa masse, sa hauteur et la force de gravité exercée. Lorsqu'elle tombe, l'énergie potentielle est convertie en cinétique ou énergie du mouvement. Autre propriété surprenante de l'énergie, l'univers en contient une quantité finie et constante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, énonçait le chimiste Antoine de Lavoisier au XVIIIe siècle. Ainsi, l'énergie ne fait que se transmettre ou se transformer. Elle ne peut être ni créée ni détruite. D'un bout à l'autre de l'univers, depuis notre vélo électrique jusqu'au noyau du Soleil, c'est la même force qui agit. Elle a simplement changé de forme. Enfin, l'énergie est une propriété de la matière relative à un contexte où l'on se trouve, à quelle vitesse on se déplace. Ainsi, celle contenue dans le bois se mue lors de la combustion en chaleur et en lumière. L'énergie du soleil est convertie en élément de croissance par les plantes grâce à la photosynthèse. Autre exemple, si l'on fait rouler une balle sur le sol, elle ralentit et finit par s'arrêter, ayant perdu progressivement son énergie cinétique à cause des frottements. Mais cette dernière n'a pas pour autant disparu. Elle s'est transformée en chaleur, transmise au sol et à l'air. Un enjeu majeur. Surtout, l'énergie est essentielle au fonctionnement de nos sociétés. En janvier 1999, l'Assemblée nationale française votait le droit à l'électricité pour tous. Une décision jurisprudentielle qui reconnaît officiellement les besoins humains en énergie. Comme le précise Denis Béda, en 2020, la consommation énergétique en France se compose de 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz naturel, 14% d'énergie renouvelable et déchets et 2% de charbon. Chiffre officiel du ministère de la Transition écologique. La hausse actuelle des coûts de l'énergie nous rappelle à quel point nous sommes dépendants d'elle pour notre quotidien. Nous éclairer, nous chauffer, faire fonctionner notre véhicule. Et pourtant, nous constatons chaque jour à quel point il demeure difficile d'en bénéficier équitablement. Comme l'écrivait Michel Clerc, alors président de l'association Droit à l'énergie SOS Futur, aujourd'hui, le 10e de la population mondiale consomme 80% de l'énergie produite sur notre planète, quand 2/3 de cette population dispose de moins d'$1 par jour pour vivre. Alors, où se trouve la solution ? Le problème rencontré par le monde scientifique réside dans le fait qu'il faut beaucoup d'énergie pour en produire trop peu. En d'autres termes, nous produisons toujours à perte. Quelles solutions d'avenir sont à envisager puisque les êtres humains consomment toujours plus ? Selon le professeur Béda, l'espoir pave l'horizon. Après 70 ans de recherche fin 2022, des chercheurs du National Ignition Facility dans le Lawrence Livermore National Laboratory, Californie, ont réussi à exploiter brièvement et en miniature la puissance des étoiles sur Terre. On l'appelle fusion nucléaire, qui est de combiner deux particules en une. Dans cette expérimentation, 2,05 mégajoules d'énergie par laser ont été utilisés pour réaliser la fusion et environ 3,15 mégajoules ont été émis après la fusion, soit un gain d'énergie d'environ 50%. Une première historique. À titre d'illustration, 1 kilo de ces éléments pourrait fournir l'équivalent de 10 millions de kilos de pétrole. Si cette technologie est loin d'être prête à être déployée dans des centrales électriques viables, ce premier succès vers une source d'énergie propre, abondante, sans émission de gaz à effet de serre ni sous-produit de déchets radioactifs, est l'exploit le plus impressionnant du XXIe siècle, mais suscite pour certains des questions en termes de sécurité. Une force dans les grandes traditions. N'oublions pas enfin l'énergie humaine, ce réservoir devenu lui aussi un enjeu sociétal. Ainsi, avoir de l'énergie est un capital qui s'inscrit dans le modèle productiviste moderne et en disposer est un critère recherché dans le monde professionnel, comme le décrit Nicolas Ruig dans l'ouvrage « Je retrouve mon énergie ». Celui-ci modélise l'apparence requise de tout membre appartenant au corps social, dynamique, prise d'initiative, mobile, et tous les verbes d'action qui étoffent les CV sont les conditions minimales d'une monétisation de sa vie professionnelle et personnelle. La course à l'énergie et à la productivité. Est-ce bien ce que l'on souhaite pour l'avenir ? L'auteur ajoute que telle une règle à degrés censée nous éloigner le plus possible du sédentaire immobile, de l'objet inanimé, les sollicitations sont multiples et permanentes. Quel que soit son âge, on court dans les villes, on doit témoigner de sa vitalité. Il faut se dépenser, produire et consommer constamment pour se donner l'impression de vivre pleinement sa vie.
Heureusement, l'énergie humaine va bien au-delà de ces considérations de rentabilité et touche à des questions philosophiques. Celle qui fait tourner notre monde nous relie au cosmos. Par exemple, nous utilisons le carbone en premier lieu qui résulte de siècles d'histoire de l'univers. Nous utilisons quelque chose qui a une histoire temporelle, qui tient au développement réel de l'univers. Chaque parcelle de carbone résulte d'une longue histoire géologique et finalement cosmique dont nous nous nourrissons pour grandir, comme les plantes se nourrissent depuis le ciel d'abord par l'énergie solaire et seulement secondairement en plongeant des racines dans la terre, comme nous le rappelle Frédéric Worms sur France Culture. Le lien entre le vivant terrestre et l'univers passe par l'énergie et va bien au-delà du carburant que nous mettons dans nos moteurs. Paul Ricoeur, dans son ouvrage « Soi-même comme un autre », évoque l'humain comme un être mu par l'énergie. Ainsi, l'action humaine nous relie de façon énergétique au mouvement simultané de l'univers dans son déploiement énergétique. Nous formons ainsi un grand ensemble pulsant de concert. Que penser enfin de l'approche subtile de l'énergie telle que décrite dans de nombreuses traditions ? Elle se nomme prana chez les hindous, ki chez les chinois. S'intègre-t-elle aussi à cette sorte de trame universelle qui a créé et ferait tourner le monde ? Selon l'approche des médecines ancestrales, notre énergie dite vitale est associée à une complicité du corps et de l'esprit. Une mauvaise nouvelle et nous voilà les jambes coupées, sans énergie. Elle serait donc liée à nos émotions, mais aussi à notre alimentation, à notre environnement, à nos hormones. Que penser alors des canaux et centres d'énergie évoqués dans les traditions, à l'instar des méridiens d'acupuncture, des chakras ou même de l'aura ? Comment comprendre et définir ce qu'on ne voit pas ? Entre autres découvertes scientifiques prometteuses, des études menées par Denis Beda et ses collègues à l'Institut californien des sciences humaines prouveraient l'existence de l'aura, ou tout au moins de l'une de ses formes. On appelle ce phénomène biophotons. Ce sont des paquets de lumière émis par l'ADN des organismes vivants. Cette émanation de lumière, comprise entre 200 et 800 nanomètres, de ultraviolet à infrarouge, est très faible, de l'ordre de 100 photons par centimètre carré. Si faible qu'elle est invisible à l'œil nu. Cependant, ils peuvent être détectés et quantifiés à l'aide de caméras spéciales. Pour ce faire, il faut se placer dans une cage de Faraday et une chambre noire environ 10 000 fois plus noire qu'une nuit dans laquelle on ne verrait strictement rien. Nous avons constaté qu'en période d'exercice physique, il y a une émission à dominance de vert et pendant le sommeil, de rouge. Cette bioluminescence joue un rôle important dans la communication intercellulaire et est représentative de ce qu'il se passe dans le corps et l'esprit à chaque instant. Ces biophotons sont un sujet de recherche prometteur dans les domaines de la biologie et de la médecine. Denis Beda conclut qu'un monde nouveau, une nouvelle ère de l'humanité se dessine avec l'arrivée des énergies perpétuelles à l'infini, les ordinateurs quantiques et les intelligences artificielles. Ville de demain, coquillages et panacées. Le biomimétisme est le pari ingénieux que font certains architectes pour imaginer la ville de demain, autosuffisante, non polluante, résiliente. En parallèle d'un retour à une nécessaire sobriété, l'homme y vivrait en symbiose avec son environnement naturel. Par Aurélie Aimé. Imaginez le Paris de demain, affranchi des problématiques énergétiques. Là, des tours maraîchères. Ici, d'immenses fermes verticales, des ponts habités qui enjambent la Seine, un corridor écologique avec de grands immeubles photocatalytiques dépolluants. Littéralement, une jungle urbaine autosuffisante en énergie. Si cette vision semble idéaliste, c'est pourtant le scénario développé par Vincent Calbeau, un architecte belge, à la demande de la mairie de la Ville des Lumières. Un projet qui répond à une urgence écologique et sociétale. Car selon l'ONU, au début du 19e siècle, nous étions 2% à vivre en zone urbaine. D'ici 2050, nous serons 68%. L'essor du niveau de vie des pays de l'OCDE, ainsi que la croissance démographique et industrielle de nombreux pays en développement, conduisent à une augmentation continue de la quantité d'énergie utilisée par l'humanité. Mais nos ressources, elles, sont limitées. Comment alors organiser la cité afin qu'elle soit autosuffisante en énergie sans mettre en péril le vivant ? Parmi les enjeux à l'œuvre, il s'agit de collecter de l'énergie propre, mais aussi de pouvoir la stocker massivement, la transmettre aux consommateurs, optimiser son utilisation et limiter les pertes. Autant d'éléments qui composent le cahier des charges des systèmes énergétiques de demain.
Urbanistes et architectes mettent tout leur savoir-faire au service de projets destinés à créer une ville durable pour passer du rêve à la réalité. Biomimétisme, créatif et interdisciplinaire. Depuis près de 3,8 milliards d'années, la vie orchestre une gestion absolument parfaite de l'énergie. Alors autant s'en inspirer. Le biomimétisme consiste à prendre exemple sur les performances des systèmes biologiques afin d'apporter des solutions innovantes. Il nous invite à observer leurs grands principes et à comprendre l'organisation qui leur confère cet équilibre, de même que les stratégies de résolution des divers défis rencontrés. Nous partageons une grande partie de notre ADN avec l'ensemble du vivant, et nous sommes intimement liés par nos besoins fonctionnels. Il est essentiel d'intégrer cette notion qu'on ne peut être épanoui, heureux, que si on est en paix avec notre famille, pour ainsi dire, soit un arbre généalogique absolument extraordinaire qui remonte à l'origine de la vie sur Terre. Partage Luc Schuiten, architecte belge et spécialiste des villes vertes. Dans un rapport datant de 2022, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, CEBIOS, précise qu'au sein du vivant, les flux de matière sont régulés et distribués de manière circulaire. Les écosystèmes sont résilients aux perturbations. Les organismes peuvent notamment se nourrir, communiquer, se développer, se protéger et s'auto-réparer de manière sobre et efficiente. Le vivant intègre une multitude de réponses aux défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. Ces réponses s'observent à de nombreuses échelles de temps et d'espace. Comment apprendre de ces exemples pour bâtir la ville de demain ? L'organisme propose quelques éléments de comparaison entre les mondes technologiques et biologiques. Parmi les grandes clés pour l'avenir, tandis que la société humaine utilise comme principale source d'énergie les hydrocarbures, une ressource limitée, le reste du vivant puise dans l'énergie solaire. Un astre dont la durée de vie est estimée à 5 milliards d'années. De quoi envisager l'avenir sereinement. De même, en matière d'infrastructure, nous faisons appel à beaucoup de matériaux peu recyclés et des éléments rares, tandis que le monde biologique est économe en matières premières et fonctionne sur la base d'éléments recyclés, souvent locaux et abondants, comme l'explique Luc Schuiten. Dans la nature, prenons du coquillage. C'est un biobéton absolument magnifique. Il est lisse, étanche, ne s'effrite pas. Il a des qualités techniques de loin supérieures au béton que nous fabriquons. C'est un petit mollusque qui le crée en prenant ce qui lui convient dans le mètre cube qui se trouve autour de lui, sans pollution. Cerise sur le gâteau, il absorbe du CO2 et le convertit pour en faire les matériaux nécessaires pour sa coque. De notre côté, le béton est le deuxième responsable au monde des gaz à effet de serre dans le domaine de la construction. C'est considérable. Une stratégie clé adoptée par le vivant consiste donc à limiter la déperdition d'énergie, réduisant ainsi le coût énergétique global. L'entraide, clé essentielle. À l'échelle de nos bâtiments, cela passe par des solutions simples, une orientation propice au réchauffement par le soleil, des matériaux qui emmagasinent et restituent la chaleur et au fort pouvoir isolant. L'architecte partage aussi que, comme n'importe quelle plante fait naturellement de la photosynthèse, on peut imaginer des surfaces qui captent l'énergie solaire et la transforment en électricité pour pouvoir alimenter une partie de nos besoins. Du laboratoire à la réalité, il n'y a donc plus qu'un pas. De même, ajoute le CEBIOS, les matériaux biologiques sont souvent très structurés, à de très petites échelles. Ces micro- et nanostructurations, largement répandues aux interfaces des systèmes vivants, assurent la fonctionnalisation des matériaux biologiques. Les fonctions auto-nettoyage, hydrophobie, anti-reflet, etc. sont assurées de manière passive par la forme du matériau avec un coût énergétique propre nul lors de la phase d'usage. Le vivant nous invite aussi à considérer l'autonomie des systèmes énergétiques, avec des matériaux imitant le vivant. Ensuite, il s'organise très souvent en réseaux de matière et d'énergie, où l'entraide est centrale et fait la force du tout. À l'instar du mycélium des champignons, qui mettent en réseau l'ensemble des arbres d'une forêt pour qu'ils puissent s'entraider, communiquer les uns avec les autres dans une sorte d'entraide collective. Le vivant se développe à travers la coévolution des différents organismes dans leurs environnements respectifs, menant à l'émergence de systèmes coordonnés dans un équilibre dynamique sous contrainte, pouvant dans certains cas conduire à des situations durablement efficaces, sobres et résilientes, complète l'organisme. L'organisation des villes et la gestion de l'énergie à un niveau très local semblent essentielles pour satisfaire à ces impératifs et rendre la vie des habitants la plus agréable possible. Durable, recyclable, local, mais aussi collaboratif sont donc des mots-clés qui nous permettront de nous diriger vers un tel modèle.
Cela passe aussi par une implication des habitants dans un système de démocratie participative. Mais est-il trop idéaliste d'imaginer l'émergence de tels modèles ? Se réintégrer au monde naturel. Certaines solutions simples sont déjà à notre portée et commencent à être déployées. L'idéal serait que les villes deviennent des écosystèmes indépendants, organisés en fonction des contraintes environnementales et des ressources à disposition à proximité. L'architecte belge évoque par exemple le retour à l'utilisation de la terre crue comme matériau de construction qui permet des économies d'énergie du fait de ses qualités isolantes. Elle ne coûte rien et produit zéro déchet. Quand elle a fini de servir d'habitation, elle revient naturellement dans le trou creusé à côté pour pouvoir extraire le bâtiment. Elle va reprendre sa place et reprendre sa fonction d'origine pour toute une série d'autres animaux. Mais soyons plus audacieux encore. Une construction remarquable est l'Eastgate Building, bâti en 1996 au Zimbabwe. C'est un des premiers exemples architecturaux inspirés de la nature. Réalisé sur le même modèle que les termitières, la température de l'immeuble reste autour de 22 ou 23 degrés, et ce, quelle que soit la température extérieure. Comme le rapporte Tony Colosio, analyste prospective sociétale et stratégie d'innovation, les termitières sont situées dans des zones tropicales, mais ne subissent pas les grandes fluctuations de température par un système de ventilation très élaboré. Le secret de cette climatisation réside dans de hautes cheminées centrales qui surplombent le nid. Elles permettent à l'air frais qui est obtenu par courant d'air en profondeur de traverser l'habitat et à l'air chaud d'être évacué par le haut. Une méthode peu coûteuse, sans entretien et surtout sans impact négatif sur l'environnement. Et il en existe par dizaines. La végétalisation des villes semble aussi incontournable pour assurer un avenir durable à faible consommation énergétique. Entre autres bénéfices, elle fournit aussi de l'ombre, absorbe le CO2 et refroidit l'air. Dans le sillon de son rêve d'enfant, Luc Schuiten a imaginé la ville végétale de demain avec l'habitarbre. Un modèle unique en son genre où les habitants ne sont plus consommateurs de nature, mais acteurs d'un nouvel écosystème dont la gestion permet l'épanouissement de chacun et garantit une évolution à long terme de la cité. Les parois extérieures formant les façades des habitarbres sont constituées d'une peau à base de protéines translucides ou transparentes, inspirées de la chitine des ailes de libellule. Les dalles de sol et les parois intérieures sont réalisées dans des techniques déjà connues de terre stabilisée au moyen de chaux et armée de structures végétales, peut-on lire sur son site internet. Ou encore, ces sols constituent la masse thermique nécessaire au stockage de calories et à la rediffusion de la chaleur. La ventilation naturelle des édifices est calquée sur le modèle des termitières. L'éclairage nocturne des habitations est produit par bioluminescence en imitant les procédés utilisés par les vers luisants ou certains poissons abyssaux. Vincent Calbeau a imaginé de son côté des villages verticaux couverts d'arbres, de potagers, de panneaux solaires et d'éoliennes, permettant ainsi que la ville soit autosuffisante en énergie et capable de nourrir ses habitants, le tout sans polluer. Mélangeant architecture et biotechnologie, il a été consulté par la mairie de Paris pour imaginer cette ville en 2050. Dans le scénario pensé par l'architecte, la capitale se transformerait en une gigantesque cité végétale. Aujourd'hui, plus de 50% de l'espace public est dédié aux voitures, à la circulation, au parking, ce qui veut dire que l'on dispose d'un potentiel phénoménal de végétalisation. Ces idées ont toutes été imaginées à partir de technologies déjà existantes ou en cours d'étude dans les laboratoires. Reste à passer du fantasme à la réalité. Si la ville durable de demain semble à notre portée, réinterroger nos modes de consommation et notamment le paradigme de l'énergie est un passage incontournable. La sobriété est le modèle qu'adopte le vivant et que nous devons aussi intégrer. Un profond changement des consciences est nécessaire si l'on souhaite prendre ce tournant décisif qui devra être tout à la fois individuel et collectif. Autorisons-nous donc à rêver le monde de demain, au sein duquel les idées les plus fertiles feraient terreau commun. Alors les possibilités seraient infiniment prometteuses, pérennes, et l'humain enfin à sa place au sein du vivant. Tesla et l'énergie de l'éther. Sans doute très sous-estimé, l'ingénieur de génie Nikola Tesla est à l'origine de nombreuses inventions fondamentales aujourd'hui. Parmi elles, la supposition d'une énergie libre et infinie fait encore débat. Par Mélanie Cheureau. Né en 1856 à Smiljan, ville de l'ancien empire d'Autriche, aujourd'hui en Croatie, Nikola Tesla est issu d'une famille serbe. Tout petit,
il fait déjà preuve d'un caractère particulier. Il serait sans doute aujourd'hui diagnostiqué autiste Asperger. Même si la dénomination fait débat, il en possède de nombreux signes. Obsessionnel, phobique, brillant, il a la particularité de visualiser les objets en 3D de manière extrêmement précise et dès son plus jeune âge, répare et bricole un nombre impressionnant d'objets. Son père est prêtre et sa mère, bien qu'il lettré, est passionnée de poésie et sensibilise Nicolas très jeune à un esprit de rêverie. Assez indiscipliné, il fait l'école polytechnique de Graz sans pour autant terminer le cursus. Il est rapidement embauché comme ingénieur, en Europe tout d'abord, puis grâce à un ami qui l'admire, il part pour les États-Unis rencontrer son idole de l'époque, Thomas Edison. Ce dernier est un homme assez exceptionnel, qui, sans avoir étudié les sciences, ni être issu d'un milieu particulièrement favorisé, a tout de suite compris l'importance de la diffusion de l'énergie et notamment de l'électricité. Edison a eu l'intelligence de s'entourer des bonnes personnes, ingénieur comme homme d'affaires, et il comprend rapidement l'intérêt d'embaucher un personnage aussi talentueux que Nikola Tesla. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.